On veut suivre sa passion, mais on en ignore souvent le sens. La racine du mot passio signifie en latin la souffrance. Ce n'est donc pas faire ce que l'on aime. Trouvez ce que vous aimez assez pour que cela mérite de souffrir. Choisissez une cause qui en vaille la peine. D'ailleurs, le mot passion vient de la passion du Christ, désignant la crucifixion de Jésus-Christ. Il est intéressant de voir comment cela a été déformé. Suivre sa passion signifierait faire ce qu'on aime. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'un jeune homme m'a arrêté pour me dire cela. Il a quitté son job, s'est investi dans l'entrepreneuriat, mais n'aimait plus son nouveau quotidien. Il m'a demandé ce qu'il devait faire. La réalité est qu'il a démissionné parce qu'il pensait mal agir, n'aimant pas chaque instant de ce qu'il faisait. Voici donc le gros problème. Votre passion n'existe que dans le vague, pas dans le concret. Donc, même si vous lancez une entreprise liée à votre passion, 95% de votre quotidien, si vous réussissez, ne sera pas votre passion. Vous ne ferez cette chose que par brefs instants, si jamais cela arrive, et si tant est qu'elle ne change pas, ce qui finira par arriver. Cette fenêtre de passion est éphémère, ou n'est possible qu'en tant qu'employé, où vous faites réellement la même chose chaque jour. Au sein d'une grande structure ou en tant que solopreneur, qui choisit de ne pas croître. Pas comme chef d'entreprise, sauf si vous aimez la gestion par passion et êtes prêt à souffrir pour cela, n'est-ce pas? La version ultime de tout cela arrive à la fin. Si vous continuez à faire la chose pour laquelle vous acceptez de souffrir longtemps, vous finirez par atteindre la pleine maîtrise, où tout fonctionne de façon autonome. Et alors, vous récupérez tout votre temps, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi vous donner un exemple. Je cours chaque mois. Je rencontre 10 entrepreneurs. C'est notre service le plus cher, entre guillemets. C'est évidemment impossible à scaler, mais je rencontre des entreprises plus grandes, d'une taille moyenne d'environ 10 millions. Nous nous réunissons en groupe de 10 et c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai hâte de voir ces jours arriver, mais je détesterais le faire quotidiennement. Alors comment est-ce possible, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'on finit par détester ce qu'on aime quand on en abuse trop? Prenez cette pizzeria où je vais 2 fois par an. C'est absolument génial, mais en manger à chaque repas gâcherait tout. Une idée reçue sur la passion. Dans les 2 cas, si tu fais sans cesse ce que tu aimes, tu t'en lasseras par excès. C'est la rareté qui crée l'attrait. Si cela reste rare, cela signifie que le plus souvent, tu ne le fais pas vraiment. Donc, c'est juste un mythe complet. Et je comprends pourquoi les gens disent aux plus jeunes ou à d'autres nouveaux entrepreneurs « suis ta passion ». C'est juste parce que c'est politiquement correct et facile à dire, mais ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Tu n'auras jamais la quantité parfaite de soleil pendant la durée parfaite, n'est-ce pas? Alors, laisse-moi reformuler ma façon de voir les choses. Tu veux des moments, tu veux de bonnes journées, pas un état de travail sans fin dans cette chose joyeuse que tu aimes. Parce que, à la longue, tu t'y habituerais et tu finirais par t'ennuyer comme avec tout le reste. Donc, voici le point essentiel. Tu utilises l'excuse du manque de passion pour masquer ton incapacité à gérer la difficulté. Savoir gérer, répéter des choses que tu n'aimes pas pour un résultat significatif. Voici la feuille de route exacte en 10 étapes, de 0 à 100 millions, que moins de 1% des entreprises parviennent à accomplir. L'ayant fait souvent, je peux dire avec confiance que ce sont les étapes à suivre quand l'effectif augmente. J'ai décomposé cela selon 8 fonctions de l'entreprise en montrant ce que la contrainte fait ressentir, quels sont les symptômes de chaque phase et les mesures que nous avons prises pour passer à la suite. Et nous avons fait cela dans des logiciels, des produits physiques, des entreprises de services, des commerces physiques, tout ça. Et ça fonctionne. C'est mon cadeau pour toi. Lien en description vers acquisition.com Roadmap. Inscrivez-vous pour recevoir le document gratuitement. Et donc, c'est ce qui se passe réellement dans le monde réel, n'est-ce pas? À moins d'exceller dans votre domaine de prédilection, vous devrez faire des choses que vous aimez moins pour payer vos factures. Période. C'est tout à fait vrai, n'est-ce pas? Deuxièmement, dès que vous maîtriserez votre passion, la demande dépassera le temps dont vous disposez et 95% de ce que vous ferez ne sera pas ce que vous aimez, mais des choses que vous ferez pour soutenir ce que vous aimez, que vous n'aimerez peut-être pas vraiment. Et donc, les 5% de votre passion qui restent ne seront là que si votre passion ne change pas, ce qui arrivera aussi, ce qui signifie que la grande majorité de votre vie, vous ne ferez pas des choses qui vous passionnent. Et dans le cas rare où cela arrive, cela ne dure généralement pas longtemps. Laissez-moi donc expliquer pourquoi je pense que c'est si important. Imaginez un jeu vidéo où, dès le début, je vous donne un code de triche. Vie, force et argent au maximum. Le jeu devient alors d'une facilité totale.
Y joueriez-vous vraiment? Probablement pas. Ça ne serait même pas amusant, non? Donc, à un certain niveau, nous savons que nous devons souffrir. Ce n'est pas une question de gagner à la loterie, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de résultat. Impossible de dire Oh, je suis ambitieux. J'ai gagné à la loterie. C'est là que l'ambition et la passion se rejoignent. Vous déclarez au monde, et surtout à vous-même, que vous êtes prêt à souffrir pour cette chose, car elle est assez importante pour cela. Ainsi, l'effort et la souffrance sont purement humains et ne sont pas à fuir. Développer une entreprise est vraiment douloureux, tout comme diriger une société qui stagne et c'est pénible. Travailler dans une entreprise en déclin, c'est vraiment pénible et c'est nul. L'entrepreneuriat est difficile. Être employé, c'est difficile. Pauvre et dur, riche aussi. Les mariés veulent être seuls, les célibataires le mariage. Je ne dis pas que c'est constant, mais je dis qu'il y a de la souffrance sur tous les chemins de la vie. Et donc, je constate que le problème fondamental, surtout chez les entrepreneurs, en particulier les nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils regardent leur situation actuelle et pensent « je souffre ». Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Je dois changer cela, parce que si je change cela, je ne souffrirai plus. Mais le changement entraînera aussi de la souffrance. Et donc, voilà, c'est le fait de prétendre qu'il y a un problème avec la souffrance qui en crée davantage, tout en sacrifiant ce pourquoi tu étais prêt à souffrir. Car vous n'y parviendrez pas sans emprunter le chemin. C'est l'une de mes expressions préférées à ce sujet, et elle est de moi. C'est ma propre expression, c'est donc un peu prétentieux. Mais le succès et l'échec suivent le même chemin. L'échec n'est qu'une sortie prématurée, c'est ça. À ce jeune entrepreneur avec qui je discutais, quel que soit le chemin que vous choisirez, ce sera difficile. Alors choisissez celui qui paye le mieux si vous pensez que cela en vaut la peine. Donc la souffrance représente un coût fixe, n'est-ce pas? La souffrance, quel que soit le chemin emprunté, est un coût fixe. Le secret pour obtenir ce qu'on veut, c'est de faire beaucoup de choses qu'on ne veut pas. Donc, quoi que vous fassiez, ce sera nul. Privilégiez les activités les plus rentables. Le but est de recadrer la réalité pour que le négatif devienne positif, plutôt que de ne chercher que le bon. En clair, il faut reformuler votre vécu pour transformer les mauvaises expériences en force, au lieu de vouloir éviter tout désagrément. C'est comme se dire « s'il pleut, je serai contrarié », au lieu d'y voir les avantages de la pluie comme ceux du soleil. Changez votre cadre de référence, non vos conditions, vos perceptions, pas la réalité. Voici un exemple hypothétique. Et si je vous disais que vous aviez deux options et que les deux trajets coûtaient 10 $, d'accord? Et l'un des trajets est celui que vous voulez et l'autre est celui que vous détestez. Lequel choisiriez-vous? Les deux coûtent 10 $. Ce que vous détestez ou aimez, vous choisiriez celle que vous aimez. Maintenant, laissez-moi vous proposer une troisième option. C'est la chose que vous aimez de façon incroyable, un amour immense. C'est si incroyable qu'on hésite à tenter l'expérience sans savoir si l'issue sera la bonne, mais ça coûte toujours 10 $. Laquelle choisir? Sûrement celle que vous préférez, non? Et si je vous disais que chaque chemin de vie apporte la même dose de souffrance? Ce que vous détestez, un objectif modéré ou raisonnable, ou ce pourquoi vous voulez vraiment tout donner? Les trois impliquent la même souffrance. Réfléchissez-y. Vous souffrirez pareillement. Plus de regrets ici, plus de peine là, mais vous souffrirez tout autant. Le coût est fixe. Et c'est pour ça que viser grand est si important pour moi. Parce que, franchement, quelle est l'alternative? Viser petit et souffrir quand même? En fait, les peurs que nous avons concernant l'échec ne sont pas réelles. C'est juste de la souffrance. Et donc, je dis tout ça pour dire que retarder votre démarche parce que vous attendez de trouver votre passion est une perte de temps. Trouvez quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Faites cette chose, même si c'est pénible. Réalisez qu'il n'y a pas d'herbe plus verte ailleurs. C'est difficile partout, des deux côtés. Un de mes PDG préférés de ma vie, Suzanne disait « L'herbe est plus verte ailleurs car elle est fertilisée à la merde. Il y en a donc des deux côtés. Vous n'avez juste pas encore marché dedans. » Et l'un de mes proverbes chinois préférés est « Tout doit être difficile avant de devenir facile. » Donc, mes deux phrases sont « N'essayez pas d'être passionné par ce que vous faites, mais essayez d'être passionné par pourquoi et comment vous le faites. » La raison en est que votre pourquoi et votre comment vont persister. Ils sont internes. Votre quoi, la chose que vous aimez faire. Vous aimez sculpter de petits bateaux miniatures. Vous aimez jouer aux jeux vidéo. Vous aimez peindre, peu importe ce que c'est. C'est externe et vous avez peu de contrôle là-dessus. Ce sont des plaisirs, ce sont des moments.
Ce ne sont pas des exigences. D'un point de vue personnel, j'ai vécu cela. Se demander pourquoi travailler quand on n'a plus besoin d'argent, n'est-ce pas? Vous savez, peu importe ce que vous pensez de moi, mais c'est très vrai. Je n'ai pas besoin de travailler. Ce que j'ai dû réaliser pour moi-même, c'est que je ne suis pas le but, je suis le but en termes de la personne que je veux devenir, mais l'intérêt personnel ne peut pas être le but. Parce que vous allez satisfaire vos propres besoins relativement rapidement, surtout si vous devenez bon dans quelque chose. La barre de chacun est différente, mais vous la franchirez, peu importe qui vous êtes. Et c'est pour cela que ce pourquoi doit être plus grand que vous, sinon vous ne pourrez surmonter que les obstacles qui sont plus petits que vous. Il doit donc être éternel. Comme l'a dit Viktor Frankl, si un homme a un pourquoi suffisant, il peut surmonter presque tout comment. Rogan cite ceci. Un homme rampe avec le sourire sur du verre brisé. Visez un but qui vaille la peine de souffrir. L'objectif, c'est bien votre passion et non le chemin. Si vous aimez suffisamment l'objectif, le chemin n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner un exemple pour rendre cela concret. Imaginez votre future famille épanouie et votre future épouse. Qu'en pensez-vous? Les gens qui partent à la guerre se battent pour différentes raisons. La liberté, le devoir, protéger leurs proches, ne pas laisser tomber leurs amis. Rien de tout cela n'est leur amour. Mais ils les aiment tellement qu'ils sont prêts à tout, y compris mourir pour eux. Et ma définition de l'amour, d'un point de vue opérationnel, c'est que vous le mesurez à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le préserver. L'homme qui aime le voyage ira plus loin que celui qui aime seulement la destination. Mais celui qui marche pour protéger sa famille marchera jusqu'à la mort de l'autre. Alors, laissez-moi vous dire un truc intéressant. Des recherches ont montré qu'en recevant des décharges électriques, les gens abandonnaient à un certain seuil de douleur. Mais quand on leur disait que leurs proches étaient à côté et que chaque choc reçu leur épargnait une douleur, leur tolérance a triplé. C'est absolument incroyable. C'est pertinent car, pour accomplir de grandes choses, cela vous coûtera beaucoup de souffrance. Ton pourquoi, c'est ta passion, pas le chemin. C'est pour ça que les gens disent de trouver leur passion, parce que c'est ce qui permet de traverser les moments difficiles qui finiront par arriver. Mais chaque fois que tu entends ça, je ne pense pas que ce soit mal intentionné, c'est juste un manque de réflexion. Mais souviens-toi que ce qui t'aidera dans les moments difficiles, c'est la définition même de la passion. C'est la condition pour que ce soit ta passion. Le mot passion, sa traduction littérale en latin, c'est souffrance et endurance, endurer la douleur. La passion du Christ et la crucifixion illustrent l'usage de la souffrance. Alors, pour ta sécurité financière, celle des tiens, un meilleur quartier ou offrir une vie supérieure à tes enfants, obtenir ce que tu n'as jamais eu, tu ne penses pas que ça vaut la peine de souffrir pour ça? Peu importe ce que c'est pour toi. Et donc j'ai envie de rendre le devoir à nouveau cool. Je veux rendre cool le fait pour un homme d'aller travailler dans un champ de riz et de savoir qu'il a accompli un travail à cause de la personne pour qui il l'a fait. Ma passion, ce pourquoi je suis prêt à souffrir, c'est d'aider les hommes à subvenir aux besoins de leur famille. C'est essentiel pour moi. Et honnêtement, je veux aussi que les femmes puissent en faire autant. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Les stratégies commerciales fonctionnent pour tout le monde, non? Mais je vois les éléments fondamentaux de ma personne. Et pour les hommes en particulier, c'est subvenir, protéger, procréer. Et je ne peux pas aider à tout faire pour être clair. Donc ça, c'est à vous de le faire. Mais ce que je crois pouvoir aider, c'est au moins l'un de ces trois aspects. Et il y a beaucoup de jours où je n'apprécie pas certains des effets secondaires de ce que je fais. Mais j'apprécie ce qui en découle. Et je consacre tellement de temps à mes livres et à ce contenu, parce que je pense qu'à l'heure de ma mort, cela comptera plus que toute la richesse que j'aurai accumulée. Et la partie ironique de mon rôle, c'est que pour influencer plus de gens, je dois continuer à gagner en crédibilité. Et donc, nos résultats sont inextricablement liés. Il me faut réussir. Je dois apprendre la suite pour l'enseigner. Cela me porte malgré la douleur de l'incertitude et mes nombreux échecs de jugement. Et tu peux devenir passionné par ton travail parce que tu deviens passionné parce que ton travail t'apporte. Et je pense que, pour une raison quelconque, on parle du voyage ou de la destination, mais d'une certaine manière, c'est aussi la destination qui compte, pour que tu puisses supporter le voyage. Je ne pense pas que Frodon, dans sa quête pour détruire l'anneau, se soit dit « Je ne suis pas sûr d'être passionné par ça ». Je pense qu'il l'était absolument.
Il était prêt à mourir pour ça. Il était prêt à abandonner sa maison pour ça, ses amis pour ça, sa famille pour ça. Je pense qu'à un certain niveau, nous aspirons tous à cela. Je dis souvent à Léla que je crois profondément qu'un homme doit avoir une quête. Tu dois te diriger vers quelque chose. Le problème, c'est que face aux monstres et aux dragons, la société nous dit « ce n'est pas la bonne voie pour toi, car ce n'est pas que du soleil, des arcs-en-ciel et des licornes. Ce chemin n'existe pas, et même s'il existait, il durerait peu. Tu t'y adapterais car tu es humain. L'adaptation hédonique est réelle. Pour être clair, j'aime certains aspects de mon travail et de ma carrière. J'adore écrire, mais à part ça, en gros, je n'aime rien d'autre. 10 sur 10, c'est top, j'aime la muscu. La musculation est l'un de mes plus grands plaisirs. J'aime manger et passer du temps avec mes amis après l'entraînement. Ce sont vraiment mes moments préférés. Mais je le sais pour avoir essayé. J'ai possédé une salle de sport. J'en ai ouvert une en me disant que si je mangeais avec des gens que j'aime et que je m'entraînais tout le temps, je serais heureux. Croyez-moi, l'année la plus misérable de ma vie fut la première après l'ouverture de la salle. En 15 ans, c'était l'année la plus difficile. Le fait est qu'on s'habitue au bien, mais on souffre toujours du mal. On s'y habitue. Et donc, par définition, il te faut quelque chose que tu ne peux pas atteindre afin de continuer à te battre, à te dépasser. Surtout quand tu n'en as pas envie, et donc je ne vais pas parler au nom des femmes et des hommes, mais surtout pour les hommes. Je crois que nous devons nous donner la permission de mériter, la permission de nous dépasser, la permission de souffrir et de grandir grâce à cette souffrance. Parce que l'écart entre qui tu es et qui tu dois devenir pour affronter ta lutte actuelle, c'est la douleur de la croissance. Et on ne peut pas souhaiter les bénéfices de la croissance sans accepter le coût ou le prix de cette croissance, qui est la souffrance. On pourrait même dire que la croissance est ta passion. Mais si c'est le cas, tu es prêt à faire des choses pénibles pour qu'elles se produisent, ce qui signifie que tu es prêt à souffrir. Ainsi, si tu souffres en ce moment dans la poursuite de ce qui a du sens, il n'y a rien d'anormal chez toi. Tu n'es pas sur la mauvaise voie. C'est ainsi que cela fonctionne. Les gens qui te contredisent, soit ne savent pas, soit cherchent vraiment à te détruire. Je fais ce travail parce qu'il est vraiment le plus porteur de sens. Je supporte pas mal de choses parce que c'est difficile pour les gens de comprendre ça. J'ai retiré 42 millions en distribution avant ma sortie à 46 millions à 31 ans. Mets ça sur un compte bancaire et mets-y 5% par an. Je ne vis pas dans le luxe. C'était un choix délibéré. De prendre ça en main et de le faire parce que quand j'ai pris une année sabbatique, j'étais très malheureux. Je n'avais aucune quête et je me souviens d'être au Mexique. Leila et moi y sommes allés pour un mois ou deux. Je ne me souviens plus. Chaque jour, je regardais cet océan magnifique et ce manoir immense qu'on avait loué là-bas. Et je devais me demander qu'est-ce que je trouve porteur de sens? Qu'est-ce qui me touche? Et quand je dis me touche, je veux dire qu'est-ce qui m'appelle à agir? Quelle est une cause pour laquelle je suis prêt à souffrir? Et pour moi, c'est aider le moi plus jeune, parce que je sais à quel point j'ai souffert. Mais une partie de cette souffrance venait du fait que d'autres personnes me disaient à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi à cause de la douleur que je ressentais, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon parcours. Et donc, il se met en moi ces graines de doute et d'incertitude. Et cela rendait le chemin encore plus douloureux, parce que tout le temps, je me demandais, j'avance, je sais pertinemment que je traverse la souffrance, mais je ne sais pas si je le fais pour la bonne raison. Et donc, je pense sincèrement que si tu subviens aux besoins de ta famille, alors tu as déjà gagné. Et la plupart des gens, si on est vraiment honnête, repensez au dernier grand changement de vie que vous avez eu. Une fois que la situation s'est stabilisée, vous êtes probablement à peu près aussi heureux que vous l'êtes maintenant. Et je vais faire une prédiction. Après votre prochain grand changement de vie, vous aurez un court moment de bien-être subjectif, puis vous reviendrez à votre niveau de base. Partant de ce principe, notre bien-être subjectif et la façon dont on se sent au quotidien restent à peu près les mêmes, pratiquement quoi qu'il arrive. Alors cet état stable devient notre existence. Et donc c'est ça les $10. Cela représente le coût fixe de la vie, mais on peut modifier radicalement la récompense. On peut changer pourquoi on le fait ou pour qui on le fait. Et je crois sincèrement que c'est
C'est ce qui m'a suffisamment motivé pour faire cette vidéo. Il n'y a rien de mal chez vous si vous poursuivez quelque chose dans le but de faire ce que vous trouvez significatif, indépendamment de la difficulté. Pour rendre ça concret, pour certains d'entre vous qui le vivent en ce moment, quand je dormais sur le sol de ma salle de sport, je le dis en une phrase, je dormais sur le sol de ma salle de sport. Mais ce que cette phrase n'arrive pas à résumer, c'est que c'était un sol en gazon synthétique sur lequel j'attrapais des irritations parce qu'il était couvert de sueur et que je ne le nettoyais pas très souvent. Et quand je dormais là, je dormais à peine. Parce que c'était sous un parking, il y avait ces séparateurs en métal et c'était une boîte en béton. Et donc, des voitures passaient dessus à toute heure de la nuit, généralement des jeunes de mon âge, parce que j'avais 22 ans, qui étaient étudiants ou venaient de finir leurs études et faisaient la fête sur le toit. Et donc, j'entendais ces voitures et ça me réveillait, genre, et je faisais la facturation jusqu'à parfois 23 heures. Puis, j'avais cette poussée d'adrénaline en sueur. Sans clim dans la salle, en Californie, ma séance débutait à 4h30 avec 5 personnes. J'ouvrais donc à 4h15. Et on l'entendait. Et je me souviens, je dormais moins, je dormais environ 4 à 5 heures chaque nuit. Mais j'ai fait ça de façon régulière pendant environ 6 mois et ça en est arrivé au point où je me souviens que je pouvais vraiment m'endormir en étant appuyé contre les murs et je me rappelle m'être dit ça à cette période de ma vie. Je pensais que quiconque a des problèmes de sommeil ne travaille pas assez. En fait, avec assez de fatigue, on dort sans problème. Mais si j'en parle, c'est parce que, genre, je me souviens de prendre ma douche au LA, fitness, sans tongs, j'ai chopé une mycose au pied. Pourquoi? À cause de ce que j'ai attrapé là-bas et avec lequel je dois encore composer. Et littéralement, j'avais toutes mes affaires dans ma voiture parce que j'avais conduit jusqu'en Californie et tout était là. Et donc, quand je dis ça en une seule phrase, comme par exemple, j'ai dû dormir par terre, tu vois. Là, je comprends bien. Je comprends parce que pendant que je vivais ça, je n'avais aucune garantie que ça allait marcher, tu vois. Et en plus, j'avais aussi abandonné quelque chose d'important. J'étais col blanc et mes proches, pas forcément vous, mais tous mes proches, en quittant tout pour ma salle de sport, étaient en fait mieux placés que moi. Elles étaient toutes col blanc, alors que j'ai choisi ce que beaucoup voient comme un métier manuel. Et donc, j'ai perdu tout le statut social que j'avais auprès des filles que je connaissais et des gars que je connaissais. Parce que je n'étais plus sur la voie de la banque d'investissement ou du conseil. Et tu vois, je suis allé dans cette université prestigieuse pour m'ouvrir à ce monde et pourtant, j'ai tout quitté pour devenir coach sportif, ce qui ne demande aucune crédibilité. Si tu traverses une période difficile, pour toi, ça se traduit peut-être par plus de nuits blanches. C'est peut-être de l'épuisement physique ou le côté social, voir tes pairs te dépasser et te demander ce qui cloche. Tu sacrifies temps et argent en prenant ce risque, sans certitude de réussite. Mais sache que tous ceux qui ont réussi sont passés par là. Ce qui m'a fait tenir, c'est que je m'étais engagé à ne pas abandonner. Je ne savais pas quand j'y parviendrais, ni même si j'y parviendrais, mais je n'arrêterai pas. Si je n'arrêtais pas, on ne pourrait pas dire que j'avais échoué. Et donc, c'était ça le plus important. J'ai réalisé que si j'arrêtais, il faudrait s'expliquer. Ça prouvait que la vie des autres comptait encore. Mais je me disais qu'en continuant, je pourrais dire « j'y suis encore, je continue ». Et tant que j'avais assez pour payer la nourriture, ce qui ne coûte pas si cher, j'allais m'en sortir. Donc, très souvent, je t'encourage à réfléchir au pire scénario possible, mais avec plus de précision. Quel est vraiment le pire scénario? En tant que personne qui a dormi dans une voiture ou par terre, tu sais quoi? Comme tout le reste, ça devient un état stable, non? Je me souviens d'avoir été fauché et d'avoir eu des souvenirs incroyables, tout comme j'en ai eu en étant plus riche. J'ai aussi eu de mauvais moments avec ou sans argent. C'est certain, l'argent offre des options, mais il ne changera pas radicalement votre bien-être subjectif, car cela vient de l'intérieur. Beaucoup d'entre nous le savent déjà, mais on veut quand même s'en assurer et aller chercher cet argent malgré tout. Je considère le travail d'un homme comme fondamental à ce que nous sommes. Je ne sais pas si c'est pareil pour les femmes, mais selon mon expérience, je vois mon travail et ce que je choisis de faire de mes mains et de mon esprit chaque jour. Comme mon grand-père, qui était la personne dont j'étais le plus proche dans ma famille, il est venu ici. Il était immigré, l'un des 9 enfants nés en Macédoine. C'était le plus intelligent d'entre eux, alors ils l'ont envoyé en pension parce qu'il était plus doué que ses frères et sœurs et qu'il réussissait bien. Puis il a fui les nazis pendant plusieurs années durant l'Holocauste. Et ensuite, de là, il est venu aux États-Unis.
après avoir été en Europe après la Seconde Guerre mondiale pour commencer sa pratique ici. Et puis, il a dû repasser tous les examens parce que les autres standardisations européennes n'étaient pas reconnues aux États-Unis. Il devait tout repasser encore une fois aux États-Unis, dans une langue. Il ne comprenait pas, et donc tu sais, évidemment, il a fini par réussir. Il a eu ma mère, elle m'a eu, mais lui et moi, on s'asseyait là pour discuter, et il disait « Tu as 2 mains et un esprit ». C'est tout, et j'ai toujours pensé à ça. Donc c'est comme si nous avions 2 mains et un esprit. Et si on pense à ça, peu importe le chemin que tu choisis, la pauvreté, c'est difficile, non? Et il en va de même pour la croissance, et il en va de même pour le risque, tout est difficile, non? J'ai tweeté ça en écrivant à un ami, tout est difficile et tout le monde s'en fiche. J'aime, moi. Je suis capable de faire ces vidéos, malgré certains coûts personnels que cela implique. Bien sûr, il y a des avantages personnels, mais il y a aussi des coûts et des bénéfices. Parce que quand j'ai ces moments où tu te dis « mince, et si je prenais ce virage et que j'étais sur le point de mourir ?» Ou, comme toi, tu as une peur bleue pour ta santé en voyant une boule quelque part, tu te dis que c'est un cancer. Dans ces moments-là, tu fais un bilan rapide de ta vie et tu te demandes « dois-je tout changer ?» Pour moi, quand j'ai ces moments, je regarde en arrière et je me dis « c'est ce que je devais faire ». Je sens que mon travail aide les gens et c'est intéressant, donc je continue. Et une grande partie de ma journée ne comprend pas cela et une grande partie de ma vie jusqu'à présent n'incluait pas cela non plus. Et j'ai déjà donné cet exemple, mais je vais le refaire. Je pensais que suivre ma passion signifiait travailler dans le fitness parce que j'aimais m'entraîner. S'entraîner entre amis est secondaire pour moi. Mais en ouvrant ma salle et en allant à l'extrême, j'en reviens au début. Je m'entraîne avec ceux que j'aime sans gérer de business. Et donc, je dis ça pour dire que, en fait, la souffrance ne s'arrêtera pas. On travaille parce qu'on croit que la souffrance finira, mais ce n'est pas le cas. En acceptant la souffrance comme le prix à payer sur ces chemins, au moins tu peux choisir où tu vas. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être défendu.